très heureux, au nom de l'ESSEC et de l'IRENE, de vous accueillir dans ce 67e séminaire de l'IRENE, qui s'organise en coopération avec la filière géopolitique et négociation de l'ESSEC. Et nous avons aujourd'hui un sujet que l'on va traiter avec des intervenants de haut niveau, et je souhaite d'ores et déjà les remercier. Nous allons parler de l'Afghanistan, de sa situation et bien sûr de son avenir, 7 mois après le retour des talibans au pouvoir. Avant de présenter les intervenants, j'ai une précision qui est que nous avons souhaité, on vient d'en discuter entre nous, mais je souhaite recueillir votre accord, que la session soit enregistrée, qu'elle puisse être diffusée, mise en ligne. Ça permettra à un nombre plus important de personnes d'en profiter. Et donc, voilà, sachez-le, si vous souhaitez prendre la parole, puisqu'il y aura évidemment un temps d'échange et de discussion, vos propos peuvent être, seront enregistrés. Voilà. Je ne vois personne qui quitte la salle en claquant la porte avec fracas, donc ça signifie que nous avons un consensus là-dessus. Alors, pour aborder d'ici 20 heures, ce qui est un laps de temps bien sûr assez restreint pour un sujet aussi complexe, et pour aborder la situation de l'Afghanistan et son avenir, nous allons avoir 4 intervenants que je présenterai plus longuement les uns après les autres. Mais un mot d'abord pour dire que nous ouvrirons la séance, et nous en sommes très, très heureux, avec M. Omar Samad, qui a été ambassadeur d'Afghanistan au Canada, puis en France, et qui est de passage à Paris. Et donc, je suis extrêmement reconnaissant qu'il ait pu consacrer une partie du peu de temps qu'il a à Paris pour faire cet échange avec nous. Puis, je passerai la parole à l'ambassadeur Daniel Joanneau, diplomate français, et qui, parmi les multiples responsabilités qu'il a eues, a été ambassadeur au Pakistan. Et le Pakistan, comme il l'expliquera, est une dimension essentielle pour comprendre la situation dans la région. Puis, M. Olivier Blarel, qui est chargé de mission à la DGRIS, la Direction générale des relations nationales et de la stratégie du ministère des Armées, et qui nous parlera des relations entre les talibans et la communauté internationale. Après quoi, on repassera brièvement la parole à l'ambassadeur Omar Samad pour qu'il puisse réagir à ce que l'ambassadeur Joanneau et Olivier Blarel auront partagé avec nous. Et je passerai ensuite la parole à Joseph Maïla, qui est professeur de géopolitique à l'ESSEC et qui a dirigé au ministère des Affaires étrangères, comme on l'appelait encore à l'époque, le centre d'analyse de prévision et de stratégie. Après quoi, nous aurons, selon la formule habituelle dans ces sirènes, un échange, discussion avec les participants. Et vous vous souvenez que nous avons ouvert le chat, le clavardage, qui permettra en chemin de commencer à soulever les questions que vous souhaitez voir traitées dans la seconde partie. Voilà. Merci encore une fois à tous. Et donc, je suis extrêmement heureux de pouvoir accueillir dans ce séminaire M. Omar Samad, qui connaît bien l'ESSEC, puisque nous avions ensemble, il y a quelques années, monté une opération pour des parlementaires femmes afghanes, et ça avait été une très belle opération à l'ESSEC de capacity building, de awareness, et vous nous aviez, monsieur l'ambassadeur, été d'un très très grand soutien. Donc vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur au Canada et en France, et vous avez eu des fonctions importantes de conseiller auprès du chef exécutif Abdullah Abdullah entre 2015 et 2016. Vous avez siégé ensuite au Haut Conseil de la Réconciliation, et vous êtes aujourd'hui Senior Fellow de l'Atlantic Council. Sauf erreur, vous étiez en France de 2009 à 2011, et vous avez participé en parallèle, en tant que membre de la délégation afghane, à toute une série de conférences internationales de reconstruction sur l'Afghanistan. Je vous passe la parole, et encore une fois, merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur, d'être des nôtres pour ce séminaire.
Merci. Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui ne sont pas dans la zone européenne. Permettez-moi de commencer par vous remercier, professeur Aurélien Cotton, tous les organisateurs de l'ESSEC pour cette aimable invitation et pour exprimer aussi ma reconnaissance à mon cher ami, l'ambassadeur Daniel Joanneau, que je connais depuis nos jours au Canada, comme vous l'avez indiqué, ainsi que la présence de nos deux autres éminents intervenants, M. Olivier Blarel et M. Joseph Maïla. Et j'attends également avec impatience notre interaction et les échanges avec les autres en ligne. 7 mois, comme vous dites, 7 mois après le retour des talibans et le retrait des États-Unis de l'OTAN, l'Afghanistan a connu sa 10e transition politique cruciale et violente depuis 1973, lorsque la stabilité et une expérimentation démocratique des années 60 jusqu'à 73 ont été interrompues par un coup d'État militaire de gauche et que le pays a plongé dans une série de crises comprenant 3 interventions militaires étrangères, inclut un regroupement de réseaux terroristes depuis les années 90 euh, et de résistance et de djihad, la guerre sainte, guerre civile et insurrection et contre-insurrection aussi. Alors, la pendule politique du pays est passée d'une monarchie à des régimes de gauche et communistes, à 2 nuances de gouvernement islamiste, à une république soutenue par l'Occident qui n'a pas réussi malheureusement à institutionnaliser un ordre démocratique après que plus ou moins 200 milliards de dollars aient été dépensés pour reconstruire ses institutions, son capital humain et ses infrastructures. Il faut aussi ajouter que durant ce demi-siècle tumultueux, nous avons perdu de nombreux dirigeants, disons, fédérateurs et professionnels de haut niveau. Euh, on a connu la perte de presque 2 millions d'Afghans pendant les guerres et le plus grand déplacement de personnes estimé à plus de 5 millions qui se poursuit à ce jour. Et malgré les efforts des 20 dernières années, ne pouvait pas reconstruire une économie essentiellement autonome. Euh, les principaux coupables, selon différentes analyses, à mon avis, sont une combinaison de la géographie liée aux tensions géopolitiques et à l'ingérence étrangère, à la faiblesse de leadership et de la gouvernance, à la corruption surtout, à la vision stratégique, au manque de vision stratégique, et à la mise en œuvre des politiques erronées et ou à la malchance. Aujourd'hui, l'Afghanistan est pris dans une impasse qui aurait pu être évitée si nous n'avions pas gâché plusieurs tentatives de mettre fin à la guerre et si nous n'avions pas sérieusement engagé un dialogue pour rechercher un règlement politique inclusif et à tout moment après l'intervention occidentale du 11 septembre et avant le 15 août 2021, le jour où la République s'est effondrée à la suite de ce que je considérais comme un coup d'État prémédité contre le processus politique en cours à Doha, à Qatar, où les Américains avaient suivi des négociations avec les talibans et où les talibans avaient plus tard s'étaient mis à table avec les représentants de la République. Afin de punir les talibans, après le 15 août, aux mains desquels toutes les grandes villes et bases militaires sont tombées en moins de 2 semaines, la communauté internationale a imposé des sanctions sévères qui ont en effet coupé toute aide financière et au développement, ainsi que 70% du financement budgétaire du pays provenant de l'aide étrangère, laissant plus de 35 millions, disons, d'Afghans gravement appauvris et mal nourris aujourd'hui. Près de 2 millions d'enfants sont aujourd'hui au bord de la famine, tandis que toutes les veuves et les femmes chefs de famille sont en situation d'insécurité alimentaire et sans accès aux revenus.
Les réserves de la Banque centrale afghane, estimées à au-delà de 9 milliards de dollars, sont gelées en Occident, alors qu'un important effort humanitaire d'un coût de plus de 4 milliards de dollars est en cours pour empêcher une famine massive et un effondrement économique complet. D'un autre côté, les talibans exercent euh, un contrôle, disons, quasi national sur le territoire et la population. Même s'il existe des poches de désenchantement et des restes du ISK ou le Daesh qui se trouve dans la zone afghane, qui représente une menace minimale à ce stade. Les recettes sont perçues et une partie de la fonction publique perçoit des salaires. La consolidation du pouvoir et la formation d'une nouvelle force de sécurité sont en cours. Les universités sont maintenant ouvertes aux hommes et aux femmes. On s'attend à ce que dans quelques jours, toutes les filles soient autorisées à retourner à l'école. Inch'Allah, comme on dit, que Dieu le veuille. Cependant, il y a une pénurie d'enseignantes et nous ne savons pas comment le programme d'études a changé depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Les médias sont encore relativement libres, mais sont sous surveillance et l'opposition active, en particulier l'activité militante, n'est pas tolérée. Plus important encore, la guerre qui a coûté la vie à environ 300 000 Afghans, disons, excusez-moi, 300 Afghans par jour l'année dernière, s'est arrêtée, mais les talibans appliquent leurs règles, parfois durement, mais pour maintenir l'ordre. Bien qu'il ait déficit de confiance et de nombreux anciens donateurs, l'isolement a également été coûteux. On peut vous donner des chiffres. Il existe un consensus relatif sur plusieurs demandes faites aux dirigeants de Kaboul d'assouplir les sanctions et même de reconnaître un gouvernement plus représentatif à l'avenir. Ils comprennent tout d'abord, grâce à un engagement politique avec d'autres groupes ethniques et sociaux clés, convenir d'une feuille de route politique menant un gouvernement et un ordre politique inclusif. Deuxièmement, rester attaché à l'accord de Doha sur la lutte contre le terrorisme. Troisièmement, respecter les normes des droits humains et permettre aux femmes d'avoir accès à l'éducation et à l'emploi. Jusqu'à présent, les talibans ont pris des mesures insuffisantes et conservatrices sur les premières et troisièmes exigences, tout en prétendant adhérer aux promesses du counter-terrorisme. Bien que le jury soit sorti, ils ne sont pas pressés de se conformer à toutes les conditions, préférant plutôt utiliser un engagement limité et des leviers pour obtenir la reconnaissance et les incitations financières qui y sont attachées. Beaucoup conviennent que la reconnaissance externe ne peut avoir lieu qu'une fois que la légitimité nationale a été renforcée par des approches et des mécanismes plus représentatifs. Cette situation a également exacerbé les tensions et les inquiétudes régionales. Le Pakistan, dont l'établissement a des liens historiques avec les talibans, et je parle de l'établissement militaire surtout, et qu'il accueille toujours plus de 2 millions d'Afghans, veut la stabilité et la connectivité pour les transferts d'énergie, le commerce et le transit avec l'Asie centrale surtout. Tout comme l'Iran, la Chine, la Russie et les pays d'Asie centrale, il est également menacé, c'est le Pakistan, par des groupes extrémistes et terroristes qui menacent ses frontières. Tous les voisins voient maintenant plus d'avantages de la paix et de la stabilité afghane qu'à tout autre moment dans le passé. Cependant, ils sont également relativement inquiets à l'égard d'un régime purement taliban avec une légitimité et un soutien limités. À ce stade, les nations occidentales sont en ce moment trop préoccupées par la crise ukrainienne et les grandes relations de pouvoir, tant que les besoins humanitaires de l'Afghanistan sont satisfaits, que le flux de réfugiés soit contrôlé, que les talibans évitent les mesures draconiennes et qu'il n'y a pas de risque terroriste imminent qui réapparaisse.
C'est ça plutôt qui préoccupe les Occidentaux. Le peuple afghan veut avant tout la paix, mais non pas, euh, ils sont pas non plus prêts à se soumettre à une répétition de la version talibane des années 1990, s'attendant à ce que les droits fondamentaux soient respectés et un système de gouvernance à base élargie qui puisse améliorer l'économie, lutter contre la corruption qui existait avant sous le régime de Ghani, et être tolérant avec le consentement des talibans. Éviter l'isolement par un engagement responsable et constructif semble être la voie privilégiée, préférée par la plupart des parties prenantes. L'assouplissement des sanctions doit se faire dans ce cadre d'accord donnant-donnant, sachant que l'histoire a montré que pour que l'Afghanistan reste stable et prospère, il doit équilibrer les forces et les exigences internes et externes tout en cherchant un terrain d'entente pour relever les défis et adopter des solutions appartenant à l'Afghanistan. Permettez-moi d'ajouter à la fin que je pense qu'étant donné nos relations centenaires avec la France et de nombreux autres pays européens, nous devons tirer les leçons du passé, viser la paix et la stabilité dans un pays potentiellement riche. Rappelez-vous que l'Afghanistan a de vastes étendues inexploitées de ressources minérales souterraines et aussi de donner aux Afghans les moyens de construire et de contribuer à la paix mondiale et à la prospérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces propos. Et je note en plus que vous avez eu, une fois de plus, j'ai un souvenir des discours que vous aviez prononcés lors de notre dernière entrevue, ce français absolument parfait, puisque vous avez fait vos études au lycée français de Kaboul. Et au lycée français de Londres. Et au lycée français de Londres par la suite, absolument. Ouais. Merci infiniment à vous. Et donc, on va, comme annoncé, passer la parole à l'ambassadeur Daniel Joanneau, qui a été ambassadeur à 4 reprises, notamment au Canada, comme vous, où vous êtes rencontrés. Mais il fut également ambassadeur de France au Pakistan de 2008 à 2011. Et c'est à la lumière de cette expérience qu'il va nous expliquer en quoi l'Afghanistan est une pièce essentielle de la stratégie du Pakistan dans la région. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup Aurélien. L'avenir de l'Afghanistan va dépendre en partie de l'attitude du Pakistan. Son grand voisin jouera-t-il un rôle constructif? Est-ce que le Pakistan va soutenir une évolution politique favorable? C'est un point absolument essentiel. Et il faut partir de la politique du Pakistan à l'égard de l'Inde pour comprendre le rôle du Pakistan en Afghanistan. Autrement dit, je parle sous le contrôle d'Omar, mais il n'est pas suffisant d'envisager les relations entre ces 3 pays 2 par 2, mais dans le cadre d'un triangle. Et au-delà du Moyen-Orient, va subsister pour longtemps en Asie du Sud un autre arc de crise. Alors, il y a 2 clés pour comprendre la relation entre le Pakistan et l'Afghanistan. La première, c'est que pour le Pakistan, l'Inde est l'ennemi héréditaire. À l'époque de l'Empire britannique des Indes, les musulmans souhaitaient davantage d'autonomie. Ils auraient souhaité une Inde indépendante, une grande Inde fédérale, dans laquelle, là où il y avait des communautés musulmanes importantes, ces communautés auraient bénéficié d'une certaine autonomie. Et les négociations entre Jinnah, qui était le chef des musulmans indiens, et d'autre part Nehru et Gandhi, ont échoué quand Jinnah s'est rendu compte qu'en réalité, Nehru et Gandhi voulaient une Inde indépendante et non pas, comme il le disait, laïque et multiconfessionnelle, mais une Inde pour les hindous. Et donc, les musulmans de l'Inde, qui n'avaient pas envie de quitter l'Inde, se sont sentis chassés. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont conçu, mais très tard, en 1940 seulement, pour une indépendance en 1948, l'idée d'un autre pays, un État souverain, le Pakistan, la République islamique
du Pakistan. Mais vous voyez, le Pakistan n'a pas été construit seulement sur l'islam, il a été construit contre l'Inde, dans un climat de ressentiment. Et au fond, le Pakistan indépendant, c'était le plan B. Et comme vous le savez bien, la partition a été bâclée, sanglante, catastrophique, avec des échanges de population énormes et meurtriers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au moment de la partition, les Pakistanais ont l'impression que l'Inde leur a volé une partie du territoire qui leur était dû parce qu'il était musulman, et qui est le Cachemire. Et le Cachemire qui est important, d'abord parce qu'il y a une communauté musulmane majoritaire, mais aussi parce que c'est un peu le château d'eau du Pakistan. L'Indus trouve sa source au Tibet, mais traverse le Cachemire avant d'irriguer le Pakistan. Et assez vite, le Pakistan a eu l'impression que l'Inde voulait le démembrer, avec cette guerre de 1971 qui a débouché sur l'indépendance du Bangladesh. Le Bangladesh, c'était l'autre Pakistan, le Pakistan oriental, et qui était très important pour beaucoup de raisons pour les Pakistanais. Et cette perte du Pakistan a été un traumatisme terrible, en particulier pour l'armée. Et aujourd'hui, le Pakistan continue à soupçonner l'Inde de vouloir le démembrer, en encourageant le séparatisme du Baloutchistan à partir du territoire afghan. Tout ceci explique la priorité budgétaire donnée à la défense pakistanaise, aux dépens des politiques d'éducation, de développement économique, le poids politique des militaires qui ont toujours joué un rôle de premier plan depuis que le Pakistan existe en 1948, ou bien les militaires ont exercé eux-mêmes le pouvoir. Vous vous souvenez de Ayub Khan, Yahya Khan, Zia-ul-Haq, Musharraf, ou bien ils contrôlent les civils. Et tous les premiers ministres civils ont gouverné sous haute surveillance. Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto, Nawaz Sharif, Ali Zardari et Imran Khan, le premier ministre actuel. Le but des militaires, c'est de conserver la maîtrise complète de la politique étrangère et de sécurité. Les civils n'ont pas la main, par exemple, sur la force nucléaire pakistanaise. Et dans tous les cas de figure, le rôle prééminent est celui non pas du chef d'état-major des armées, mais du chef d'état-major de l'armée de terre et des services de renseignement, l'ISI, Inter-Services Intelligence, agence totalement indépendante du pouvoir civil, sur laquelle les civils n'ont aucune prise. Le budget de la défense échappe complètement au contrôle du Parlement. Et l'armée a joué un rôle mauvais dans le durcissement des lois islamiques. La loi sur le blasphème a été instaurée par Zia-ul-Haq et aucun gouvernement civil n'a eu le courage d'abroger. L'armée, elle est aussi garante de l'identité musulmane du Pakistan et pas seulement de son intégrité territoriale. Elle a déclenché 4 guerres contre l'Inde, elle les a toutes perdues. 1947-48 pour le Cachemire, 1965, 1971, avec la perte du Pakistan oriental devenu Bangladesh, 1999. Mais l'armée, elle est très populaire au Pakistan. Elle continue à apparaître aux yeux de l'opinion comme le seul pilier solide sur lequel le pays puisse s'appuyer. Elle est intouchable. Son rôle va bien au-delà de la défense et de la sécurité, comme en Turquie, comme en Égypte, les hauts gradés ont des intérêts personnels multiples dans des sociétés privées, jouent un rôle dans la société civile, un rôle d'influence, etc. Chaque fois, par exemple, qu'un Premier ministre civil a tenté un rapprochement politique avec l'Inde, l'armée l'a saboté en couvrant des attentats terroristes en Inde perpétrés à partir du territoire pakistanais. Le résultat, qui est un résultat absurde, c'est que l'Inde et le Pakistan se tournent le dos, la frontière est fermée, le Pakistan ne réalise avec l'Inde que 2% de son commerce extérieur. Les partenariats universitaires sont inexistants, les échanges de personnes sont inexistants, etc. Donc, l'Inde, ennemie héréditaire, ça dicte la politique
afghane du Pakistan. La deuxième clé, me semble-t-il, c'est que le Pakistan a la hantise d'être pris en tenaille entre une Inde hostile et un Afghanistan pro-indien. Le concept de profondeur stratégique dont on parle toujours à propos de l'arc de crise Afghanistan-Inde-Pakistan doit être compris non pas au sens militaire, c'est-à-dire que si l'armée indienne envahissait le Pakistan, l'armée pakistanaise se retirerait, se replierait en territoire afghan. Ce n'est pas ça le concept de profondeur stratégique, ça n'est pas réaliste. Mais il faut le comprendre en termes politiques, c'est-à-dire que le Pakistan fera toujours en sorte que la politique des dirigeants afghans soit aussi peu pro-indienne que possible. Il fera toujours en sorte que les liens entre l'Afghanistan et l'Inde soient le moins consistants possible. Le Pakistan cherchera toujours à contrecarrer en Afghanistan la présence et l'influence indienne. Le partenariat stratégique conclu par le président Karzai avec le Premier ministre Manmohan Singh en 2013 est insupportable pour les Pakistanais. Les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan se caractérisent depuis la création du Pakistan par une profonde méfiance réciproque. L'Afghanistan n'a jamais reconnu la ligne Durand, qui avait été tracée par les Britanniques à la fin du XIXe siècle, comme une frontière. Pourquoi ? Parce que cette ligne Durand, ce n'est pas un Français, hein, c'est Sir Mortimer Durand, qui était un haut fonctionnaire britannique. Mais cette ligne Durand a coupé en deux le peuple pachtoun. 50 millions de Pashtuns, dont 30 millions au Pakistan, pour une population totale de 220 millions d'habitants, et 20 millions de Pashtuns en Afghanistan, sous le contrôle de Marsabad, pour 50 millions, c'est-à-dire 40% de la population afghane et Pashtun. Les Pashtuns ont toujours joué en Afghanistan un rôle politique majeur, et chez les Pashtuns afghans, au moment de la partition et de l'indépendance du Pakistan, il y a eu un rêve de réunification dans le cadre d'un Pashtunistan indépendant qui aurait été à cheval de la frontière et avec un pilier de part et d'autre. Et c'est pour ça qu'en 1948, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a voté l'admission du Pakistan, l'Afghanistan a été le seul État membre à voter contre. Alors, la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, elle est très montagneuse. Les deux pays ont renoncé depuis très longtemps, même à l'époque coloniale, à l'époque britannique, on a renoncé à contrôler cette frontière. Elle n'est pas surveillée, elle est très poreuse, ce qui explique les mouvements de part et d'autre et la facilité avec laquelle, pendant toutes les années, les talibans afghans ont pu opérer en Afghanistan à partir du Pakistan. Et aujourd'hui, ce sont des talibans pakistanais qui opèrent au Pakistan à partir de l'Afghanistan. Après le départ des Soviétiques, le Pakistan de Benazir Bhutto avait été un des 3 États, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à reconnaître le régime taliban. Et après 90, les ingérences pakistanaises dans les affaires internes afghanes ont été permanentes. Le Pakistan a soutenu les Moudjahidines contre Najibullah, Hekmatyar contre Massoud, les talibans contre Karzai. Et après le 11 septembre, sans y voir la moindre contradiction, le Pakistan a hébergé, formé, financé les talibans, avec aussi, il faut le rappeler, l'appui financier de l'Arabie saoudite et de certains pays occidentaux. Il l'a financé tout en facilitant l'approvisionnement de la force internationale, la FIAS, qui recevait son approvisionnement par le port de Karachi. Avant le retour des talibans à Kaboul, le Pakistan privilégiait la solution d'un gouvernement intérimaire de coalition, incluant les talibans, mais sans le président Ashraf Ghani. Pendant les semaines de la marche des talibans vers Kaboul, le Pakistan est resté passif et en août 2021, Imran Khan, le Premier ministre, s'est félicité publiquement du retour au pouvoir des talibans. Ils ont brisé, a-t-il dit publiquement,
les chaînes de l'asservissement. Alors, pour terminer, quelles sont les perspectives? Sur le plan intérieur, le Premier ministre Imran Khan est fragilisé, mais il continue à avoir, il est fragilisé parce qu'il n'a pas réussi, et ça c'est un défi énorme, à améliorer la situation économique et sociale du pays. La situation sécuritaire reste fragile aussi, avec des attentats entre musulmans, des attentats des talibans pakistanais contre les symboles de l'État pakistanais, des attentats sunnites sectaires, des sunnites radicaux, de terroristes sunnites contre les chiites. Les chiites pakistanais sont depuis des années et des années la cible d'attentats sunnites très, très meurtriers. Le climat politique est tendu et il est volatile, c'est-à-dire qu'il est très propice aux manipulations de l'armée, c'est-à-dire que l'armée de terre et l'ISI sont en permanence en train de faire de la politique intérieure et tirent les ficelles dans la coulisse. Les mouvements islamistes sont très minoritaires au Parlement, mais très influents dans l'opinion. Et vous vous souvenez de ces énormes manifestations, notamment les manifestations anti-françaises, l'automne dernier, celles qui demandaient l'expulsion de notre ambassadeur Marc Baretti. Ce sont des gens qui n'ont pas de députés, ils n'ont pas d'élus locaux, mais ils occupent l'espace public. La question du blasphème est devenue un sujet central, hautement inflammable. Le blasphème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la condamnation à perpétuité quand on critique le prophète. Je parle sous le contrôle de Joseph Maïla et d'Omar Samad, et c'est la condamnation à perpétuité quand on critique le Coran, c'est la condamnation à mort quand on critique le prophète. Imran Khan, le Premier ministre, défend une ligne national-islamiste marquée par une forte dose d'idéologie anti-occidentale. Il a déclaré un jour que Ben Laden était un martyr. Et pour Imran Khan, le deuxième État musulman le plus peuplé du monde, après l'Indonésie, doit être un des chefs de file du monde musulman contre l'Occident islamophobe. Si vous regardez le discours d'Imran Khan à l'Assemblée générale des Nations unies l'automne dernier, première moitié, c'est « Je suis le champion des musulmans du monde entier contre l'Occident qui nous déteste et qui nous discrimine ». Et deuxième moitié, le Cachemire, grande injustice. Je demande à la communauté internationale de nous soutenir dans notre volonté de récupérer le Cachemire. Alors, une réconciliation indo-pakistanaise est hautement improbable. Chaque fois que les gouvernements civils ont essayé de le faire, l'armée pakistanaise a saboté. D'un côté pakistanais, comme vous le voyez, il y a un durcissement nationaliste. C'est la même chose du côté indien avec les mesures, décisions des derniers mois du gouvernement Modi. Il y a le risque d'un contentieux, d'une aggravation du contentieux sur l'eau. On a un peu le même défi qu'entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, c'est-à-dire que l'Inde, à juste titre, a besoin au Cachemire de construire des barrages pour irriguer, et ça réduira d'autant le débit dans la partie pakistanaise de l'Indus. Et ça, c'est un problème qui existe, mais qui va aller en s'aggravant. La Chine est plus que jamais le partenaire stratégique du Pakistan. Elle a accordé un prêt considérable pour aménager ce corridor stratégique entre le Xinjiang et l'océan Indien. C'est vraiment le seul pays qui continue encore à soutenir très fortement le Pakistan politiquement. Donc, il faut surveiller aussi les relations entre le Pakistan et la Chine, parce qu'on voit que le Pakistan se rend compte que l'aide chinoise n'est pas aussi financièrement favorable que les dirigeants pakistanais ne l'avaient compris et annoncé à l'opinion.
Avec la Russie, la relation est assez bonne. Avec les États-Unis, elle est très électrique, en dents de scie. Avec l'Europe, elle s'est beaucoup améliorée parce que les principales exportations du Pakistan, c'est le textile transformé, et le marché européen est très important. Sur ce marché européen, le Pakistan bénéficie de facilités douanières, ce qu'on appelle le SPG+, et ce régime favorable est actuellement en réexamen, et donc le Pakistan a besoin du soutien des grands pays de l'Union européenne, à commencer par ses partenaires commerciaux que sont l'Allemagne, l'Italie et nous. Alors, le retour des talibans au pouvoir crée pour le Pakistan une donne tout à fait nouvelle, parce que le Pakistan retrouve sa profondeur stratégique pour le coup. C'est-à-dire que vis-à-vis de la communauté internationale, le Pakistan retrouve une valeur politique puisque l'ISI est le parrain historique des dirigeants talibans. Mais cette situation nouvelle est porteuse de risques pour le Pakistan. D'abord, face aux tensions entre talibans, les fils Haqqani, les fils du Mollah Omar, est-ce que le Pakistan va prendre parti? Ensuite, la capacité d'influence du Pakistan sur le régime taliban reste à démontrer. Le Pakistan n'a pas sur les talibans les mêmes leviers financiers que la Chine ou le Qatar. Troisièmement, l'autonomie des talibans vis-à-vis des voisins, elle va s'accroître au fur et à mesure que leurs relations internationales se diversifieront et sans doute un jour se normaliseront. Les talibans n'ont jamais reconnu la ligne Durand, donc ils peuvent galvaniser les Pashtuns des deux côtés de la frontière. Le mouvement terroriste des talibans pakistanais qui se réfugient en Afghanistan représente toujours une menace pour l'État pakistanais. Or, ils sont très liés aux talibans afghans. Les incidents sont récurrents entre les gardes frontières des deux côtés. Donc, il est essentiel pour le Pakistan que l'Afghanistan cesse d'être une zone de repli pour des actions terroristes en territoire pakistanais. Il est clair que pour le Pakistan, la situation optimale serait un gouvernement taliban intégrant les autres forces politiques afin d'éviter une guerre civile qui provoquerait un nouvel afflux de réfugiés. Omar a parlé de ces réfugiés, actuellement 1,5 million de réfugiés qui sont en bordure de la frontière afghane. Donc, pour nous occidentaux, le Pakistan est plus que jamais un partenaire incontournable, mais le dialogue avec ceux qui détiennent la réalité du pouvoir à Islamabad est difficile et nous ne devons pas nous faire d'illusions sur la volonté du Pakistan de faire évoluer l'Afghanistan dans un sens favorable à nos vues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, cher Daniel, pour ce tour d'horizon qui, évidemment, aide à comprendre la situation en Afghanistan, mais va au-delà, puisque, comme vous l'avez souligné, le Pakistan est un pays important à bien des égards en termes géostratégiques. Je vais tout de suite passer la parole à Olivier Blarel, notre troisième intervenant. Vous êtes chargé de mission Asie du Sud, et ça comprend bien sûr la région, à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Et puis je crois que vous avez à la fois passé un peu de temps aux séries, à l'IRSEM, dans des endroits justement où on réfléchit bien également à ces questions-là. Et vous avez donné des cours notamment à l'université de Leiden. Vous allez nous parler des talibans dans leur relation avec la communauté internationale. Merci beaucoup pour cette invitation, déjà dans un premier temps, et à tous les organisateurs de l'Irénée. Je souhaite aussi remercier les interventions, les intervenants qui me précèdent, parce que... Vous m'entendez bien? Oui. Parce que, bon, malheureusement, ma présentation à moi sera plus courte déjà, et un peu plus sèche et un peu plus factuelle. Ça, c'est sûrement l'âge, mais aussi les fonctions qui m'y obligent. Donc, lorsqu'on parle des talibans et de leur relation avec la communauté internationale, je ne pourrais pas refaire revenir dans l'historique, mais tout du moins depuis leur prise de pouvoir le 15 août dernier.
on est bien placé en France de savoir d'où vient finalement cette position, parce que la France a été assez influente finalement dans la construction de ces exigences de la communauté internationale. En effet, la France a posé très vite des exigences, je vais très vite les citer. La possibilité pour les ressortissants afghans de quitter le territoire, dans les conditions forcément que l'on connaît, ceux de la deuxième moitié d'août qui étaient marquées par les évacuations de masse à l'aéroport de Kaboul. L'absence d'entrave à l'aide humanitaire, aussi ça se comprend dans les circonstances dans lesquelles se trouvait le pays, dans un chaos innommable. Et la troisième était le respect des droits fondamentaux. Bien sûr, ça comprend ce qu'on a tous en tête, c'est-à-dire notamment le respect des droits des femmes, qui est un sujet épineux encore aujourd'hui. La quatrième est, et ça a été abordé par notamment l'ambassadeur Samad, la représentativité, c'est-à-dire l'inclusivité dans un pays où la diversité ethnico-religieuse et surtout politique a tiraillé le pays. Bien sûr, la prise de pouvoir par les armes n'a fait qu'exacerber ces tensions. La cinquième condition est de ne pas laisser le territoire afghan redevenir un sanctuaire pour le terrorisme international. Condition finalement qui est aussi partagée par tout le monde dans la communauté internationale. Il n'y a vraiment aucune exception presque à cet égard. Ces exigences qui ont été très vite demandées ont été ensuite ont été reprises par l'Union européenne, mais aussi par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 août, par une résolution qui finalement officialisait ces exigences. Et a fait foi depuis. Ces conditions, mêlées avec une situation vraiment d'incurie, d'incapacité, d'impréparation des talibans à exercer le pouvoir, on voit que leur arrivée au pouvoir, comme ça a été indiqué, prise de pouvoir en 2 semaines, a finalement empêché les talibans de pouvoir préparer leur ascension au pouvoir. Et s'en est suivi, comme ça a été indiqué, les débuts d'une crise humanitaire sans nom qui est encore lieu aujourd'hui. C'est pour ça qu'une deuxième résolution importante a été adoptée le 22 décembre afin de permettre finalement de relâcher les sanctions qui empêchait les talibans ou la communauté internationale et l'aide internationale de venir irriguer l'Afghanistan, car une grande partie du gouvernement qui arrivait en septembre, un gouvernement intérimaire taliban, la plupart de ses membres étaient eux-mêmes sous les sanctions de l'ONU pour leur activité en lien avec le terrorisme international. Donc là, nous avons finalement un relâchement depuis décembre de ces sanctions afin de permettre progressivement à l'aide de pouvoir revenir dans le pays et sans que pour autant qu'il y ait une reconnaissance du régime en place. Car, inutile de le dire, la plupart, même si, comme l'a fait remarquer l'ambassadeur Samad, des améliorations ont été faites, sont constatées, la plupart de ces exigences n'ont pas été remplies et sont d'ailleurs encore, pour la plupart d'entre elles, assez loin d'être accomplies. Je souhaiterais parler assez brièvement finalement de la région parce que autant il y a une forme d'unité au niveau des pays, notamment en Occident, sur l'approche à aborder, sur l'unité d'action pour imposer ou exiger un changement de comportement de la part du gouvernement intérimaire taliban. Dans la région, on voit que finalement, il y a une continuité. Autant la communauté internationale a changé parce que forcément, l'arrivée au pouvoir des talibans a changé radicalement la situation. La région, les acteurs régionaux, eux, on continue tout simplement parce qu'ils sont dictés, leur action est dictée par des intérêts stratégiques. Bien sûr, on imagine tous, comme c'était signalé par l'ambassadeur Joanneau, les rivalités régionales ont historiquement
et l'ingérence régionale ont historiquement tiraillé le pays. Les aspects sécuritaires qui, bien sûr, touchent en premier lieu les pays voisins. Bien sûr, on pense au terrorisme, là aussi ça a été mentionné, et qui a été remarqué notamment avec une recrudescence des activités maintenant de l'Afghanistan contre le Pakistan. Les trafics illicites, bien sûr, les narcotiques me viennent forcément en tête. Et la migration, comme l'a signalé l'ambassadeur Samad, il y a un risque, en effet, que si la situation continue à se détériorer, il y a un risque que les populations afghanes réfugiées qui sont déjà présentes en Iran et au Pakistan notamment viennent à s'accroître. Mais ces pays ont aussi un intérêt qui lui-même concerne assez peu finalement le reste de la communauté internationale. C'est le carrefour économique que représente l'Afghanistan constitue finalement un aspect qu'on oublie assez souvent. L'Afghanistan étant situé entre des régions qui ont historiquement, avant l'ère moderne, des liens importants, mais qui depuis, à cause de la géopolitique, se sont vus séparés. Je vais donner un exemple assez simple finalement de deux parcours depuis la chute des talibans, c'est celui de l'Inde et la Chine qu'on oublie assez souvent. Par exemple, l'Inde qui a beaucoup misé sur l'ancien régime, sur la République islamique d'Afghanistan, en promettant 3 milliards de dollars en aide en développement, en assistance humanitaire. C'est un effort colossal pour un pays en développement et pour lesquels finalement l'Inde ne semble en gros ne plus avoir de retour sur ses investissements avec l'arrivée des talibans. Cette discontinuité de l'aide indienne est un préjudice énorme pour le peuple afghan qui se trouve aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans une situation catastrophique. Et notamment, le Pakistan n'a permis que tardivement, après des longs mois de tractation, à des 50 000 tonnes de blé de pouvoir transiter sur le territoire pakistanais pour rejoindre le sol afghan. Donc, l'Inde essaie de continuer à avoir finalement ce rôle de grand frère régional, mais peine à le faire, notamment parce qu'il y a une fraîcheur des relations avec les talibans, mais aussi une difficulté à contourner les objections pakistanaises. Bien sûr, l'Inde a, comme tous les autres pays de la région, des intérêts sécuritaires. Le Cachemire, il y a un risque en gros de débordement terrorisme, comme ça a été le cas dans les années 90, que le djihad qui prendrait fin en Afghanistan ensuite se déplace vers l'abcès cachemiri et sur le territoire indien plus généralement. D'ailleurs, l'Inde a été l'une des seules puissances régionales à fermer son ambassade et ses consulats, alors que les autres pays ont continué à entretenir un réseau diplomatique sur place. L'Inde, néanmoins, essaye de jouer un rôle proactif, notamment avec l'appel de Delhi. C'est un appel fait par les conseillers à la sécurité nationale réunis à New Delhi, des pays voisins, notamment ceux d'Asie centrale, qui ont appelé à la mise en place ou l'acceptation des exigences des résolutions de l'ONU, mais en y ajoutant une touche particulière, c'est-à-dire le souhait non seulement d'une inclusivité, d'une représentativité du gouvernement afghan, mais aussi le fait qu'il y ait une légitimité. Et ça, c'est quelque chose qu'avait abordé l'ambassadeur Samad, et c'est quelque chose qui devrait être mentionné parce que, en effet, l'adhésion du peuple afghan, une forme de légitimité, est signalée par cet appel qui marque une spécificité vraiment indienne. Alors que Pékin a aussi des intérêts assez similaires, mais une approche différente. Déjà, contrairement à l'Inde, qui avait des relations, on va dire, très fraîches historiques avec les talibans, Pékin avait
une empreinte déjà plus limitée en Afghanistan et avait ouvert des canaux avec les talibans, des canaux qui ont été documentés et qui ont été publics avant même que leur prise du pouvoir, au 15 août dernier. Une des raisons pour lesquelles les autorités chinoises ont voulu ouvert ces canaux, c'était aussi pour sécuriser leurs futurs projets, en tout cas ceux qu'ils avaient initiés, notamment les gisements de cuivre à Aynak, un projet aussi pharaonique, d'ailleurs, qui se ferait aux dépens des vestiges archéologiques de Mess Aynak qui risquent, si le projet se concrétise un jour, d'être rasé. Donc les intérêts économiques importants de long terme sont encore en vue pour Pékin. Mais depuis leur prise de pouvoir, depuis la prise de pouvoir des talibans, on voit quand même une forme de réticence de Pékin à s'engager pleinement en Afghanistan. L'aide humanitaire est assez minimale. 30 millions de dollars ont été promis, ce qui est finalement peu sur l'ensemble de l'aide apportée. Par exemple, la France, à travers des projets des Nations Unies, a déjà promis d'aider 3 fois plus, aux alentours de 100 millions d'euros. Bien sûr, l'angle sécuritaire est aussi très important et c'est celui qui freine d'ailleurs cette présence, ce retour des entreprises et des intérêts chinois dans le pays. Notamment, il y a le risque terroriste qui est mis en avant, celui de l'utilisation du territoire afghan par des séparatistes et des terroristes du Ouïghour contre les autorités chinoises ou la présence chinoise dans l'État ou la province du Xinjiang. Donc, encore une fois, on voit une approche différente parce que l'ambassade est présente, les contacts sont ouverts. Le chargé de mission chinois se montre très ouvertement avec le ministre de l'Intérieur, Sirajuddin Haqqani, qui est lui-même sur les listes de sanctions du FBI et recherché. Donc, l'approche est complètement différente. Les intérêts sont, eux, les mêmes et les craintes aussi. Donc, je n'ai donné que 2 exemples de pays voisins avec des approches différentes. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est tout de même une forme de retenue des pays voisins dans un pays où l'ingérence des voisins régionaux a souvent poussé le pays jusqu'à, comme on l'a vu, à des guerres civiles et au conflit armé. Donc, pour l'instant, il y a une forme d'unité de l'action internationale et on peut s'en réjouir pour l'instant qu'il y ait un front commun, que les exigences soient plus ou moins suivies. La dernière chose sur laquelle je souhaiterais conclure, c'est d'ailleurs une résolution qui a été adoptée aujourd'hui même sur l'Afghanistan, qui est importante, car elle confie à l'ONU, à la mission locale de l'ONU, la MANWA, justement ce statut de porte-parole privilégié entre la communauté internationale et le gouvernement en place, de fait, et il confie une mission en plus de supervision politique et de surveillance aussi de la bonne utilisation de l'aide humanitaire, ce qui est forcément une bonne chose. Le fait qu'il y ait au Conseil de sécurité des Nations Unies l'unité de la communauté internationale est important. Il n'y a eu qu'une abstention sur les 15 votants. Cette abstention vient de la Russie, mais on peut imaginer que cet isolement n'est pas dû au contexte afghan, mais peut-être à un autre contexte international. Je vous laisse imaginer lequel ça pourrait être. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier Blarel, pour cette intervention factuelle, certes, mais très, très complémentaire, évidemment, aux précédentes. Et sauf si
l'ambassadeur Samad souhaite rebondir, mais sinon, je vais passer la parole au professeur Maïla. Non, non, merci, oui, vous pouvez passer la parole, merci. Alors, cher Joseph, Joseph Maïla, professeur donc, de géopolitique à l'ESSEC, directeur du programme de médiation internationale au sein de l'IRENE, et qui a été, entre autres fonctions universitaires, il a également été directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie au ministère des Affaires étrangères, à une époque où déjà l'Afghanistan était très haut sur les agendas. Joseph, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Aurélien. Merci à tous les intervenants qui ont apporté véritablement des lumières extrêmement importantes pour comprendre une situation complexe. Et en écoutant tout à l'heure l'ambassadeur Daniel Joanneau, je pensais effectivement aux échanges que nous avions eus, lui à Islamabad et moi à Paris, mais c'était sur une autre affaire, c'était l'affaire du voile, mais il a évoqué la question du blasphème, et effectivement, tout cela se passait dans un contexte extrêmement tendu sur un plan religieux, mais qui aussi mettait à mal les relations franco-pakistanaises à l'époque. Alors, il n'appartient pas de résumer ce qui a été dit, mais simplement peut-être de tirer quelques conclusions et de savoir au fond de cette expérience afghane dont on peut espérer que la parenthèse guerrière est refermée et sera refermée durablement après une guerre civile, bien entendu, l'intervention de la Russie à partir de 1979, une guerre civile, 2001, le 11 septembre, et l'intervention américaine, mais suivie par celle de l'OTAN, et finalement, après l'accord de Doha du 29 février 2020, le retrait qui se fait et qui se termine de manière un peu chaotique et catastrophique. On l'a signalé, le 15 août, Kaboul tombe, et le 31 août, il n'y a plus de forces américaines et de forces otaniennes dans la région. C'est vrai que les Turcs sont un petit peu restés, mais on finit par se retirer. Ils voulaient sécuriser l'aéroport de Kaboul à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme grande leçon de ce que aura représenté l'Afghanistan? Alors, l'Afghanistan, c'est trois choses. C'est d'abord, sur le plan interne, l'histoire d'un conflit meurtrier, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi sur le plan régional une histoire extrêmement compliquée que rappelait à la fois l'ambassadeur Samad et Daniel Joanneau, et que vient de compléter maintenant l'intervention d'Olivier Blarel sur le rôle de la Chine notamment. Et c'est aussi une affaire internationale, bien entendu, qui aura marqué un engagement important de l'OTAN. Alors, sur le plan interne, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement aujourd'hui, puisque la question c'est quel avenir pour l'Afghanistan, c'est de se poser la question de savoir si ce pays ne sera pas progressivement en quelque sorte abandonné à lui-même. Le gouvernement qui s'est constitué est un gouvernement, contrairement aux accords de Doha, qui a été très peu inclusif sur les minorités, très peu inclusif sur le rôle des femmes. Sur la question de l'éducation, il y a quelques ouvertures, mais c'est l'ambassadeur Samad qui rappelait qu'elles ne sont pas suffisantes. Et on a l'impression, alors je m'avance un petit peu, mais c'est pour relancer un peu le débat, qu'il y a une espèce de retour à la case départ. On aurait pu penser, pour ceux qui connaissent les conflits et qui les analysent, qu'au fond, les talibans, nouvelle manière, seraient de retour. Je me souviens d'un chercheur italien qui avait lancé l'expression néo-taliban pour signifier la nouvelle vague qui est aujourd'hui, la nouvelle génération, pardon, de talibans qui est au pouvoir, et il disait Coran, Kalachnikov et laptop. Ce serait la nouvelle génération talibane. Et très vite, on a déchanté pour constater qu'effectivement, il y avait un retour à la case départ, une fermeture sur le plan idéologique, sur le plan constitutionnel. Simplement, je voudrais rappeler que la France avait tenté aussi, une fois qu'elle s'était retirée, ou avait annoncé la décision de se retirer d'Afghanistan, on s'est retiré en 2012, mais complètement en 2014, on avait tenté au Quai d'Orsay un rapprochement avec une équipe
de Doha, c'est-à-dire qui étaient essentiellement des Afghans du gouvernement, des Afghans de l'opposition. Bien entendu, on ne parlait pas aux talibans, mais on avait parmi les groupes qui s'étaient réunis à Paris des proches des talibans. Et la France avait proposé à l'époque, je ne sais pas si je révèle un secret, d'aider à la formulation d'une nouvelle constitution plus inclusive. Et nous avions proposé nos services, les services de nos juristes, et puis les services de la réforme de l'État, sur le plan administratif, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation. Tout ça n'a pas été suivi d'un grand effet, puisque les talibans avaient choisi de continuer sur une voie plutôt radicale, mais tout en donnant le change, en montrant qu'au fond, une grande puissance comme la France, qui avait montré qui avait manifesté son désir de prendre un peu de distance par rapport à son intervention, donc qu'il ne boudait pas ses contacts et qui, au contraire, ils espéraient que d'autres États suivraient. Donc, sur ce plan-là, c'est, disons, le gouvernement de Kandahar qui revient, une majorité pachtoune, quelques ouzbeks, quelques tadjiks, mais essentiellement une tendance qui ne montre pas de dispositions constitutionnelles nouvelles. On aurait pu penser une nouvelle constitution. Les talibans continuent à gouverner sous ordonnance. La constitution de 1964 sous Zahir Shah, en principe, n'a pas été suspendue, sauf bien entendu, je pense que c'est l'ambassadeur Samad qui le rappelait, quand la période 2001 et 2021, il y a eu une expérience constitutionnelle, de gouvernement constitutionnel qui a été quand même formidable. Et je pense que cela va laisser des traces et un jour ressurgira. Alors, les grands problèmes, ils sont à peu près les mêmes. Isolement international. Je me demande comment ça pourrait être levé immédiatement. On continue à parler à l'Afghanistan par de multiples canaux, mais pas de reconnaissance au sens formel du terme. Une économie dont c'est inutile, je ne reviendrai pas là-dessus, qui est à volo. L'ambassadeur Samad rappelait qu'il y avait 9,2 milliards de dollars qui sont dans les banques européennes et américaines. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que le président Biden, il y a quelques semaines, a décidé de transférer 7,5 milliards des banques afghanes, qui étaient détenues par la Banque nationale d'Afghanistan, la BAD, de les transférer directement de la Federal Reserve au Trésor américain pour dédommager, dit-il ou disait-il, ceux qui ont souffert, les victimes du 11 septembre, pardon, et pour aider au sauvetage des populations déshéritées et laissées à l'abandon. Et on peut se poser la question de l'éthicité d'un tel geste. Donc, pas de reconnaissance, une économie à volo, une crise humanitaire sur laquelle je ne reviendrai pas, et surtout le danger des mouvements islamistes. Hier, il y a 2 jours, il y a encore eu un attentat meurtrier, que ce soit l'État islamique au Khorasan, que ce soit le mouvement islamique ouzbek, que ce soit les Ouïghours dont vient de parler monsieur Blachel. Et tout cela, bien entendu, les talibans pakistanais du TTP qui continuent d'être instrumentalisés par le Pakistan. Donc, c'est des problèmes assez complexes. Et aujourd'hui, c'est une impasse, mais pour l'État afghan, quel abandon, quelle situation absolument de déréliction et de solitude. Et de souffrance des populations avec une démocratie, grand point d'interrogation. Le deuxième point qui me semble important et qui est une conclusion aussi pour nous, au fond, c'est l'Afghanistan a été un grand titre de la vie internationale, des relations internationales. Et c'est aussi, disons-le d'emblée, sans embâche, c'est la première défaite de l'OTAN. C'est une défaite cuisante. C'est
2 trillions, 2300 milliards d'argent dépensés dans cette guerre, à part, et j'aurais dû commencer par cela, par les morts civils afghans, par les morts, les soldats américains, les soldats de l'OTAN, les soldats français, 90 qui sont tombés dans cet épisode dont il faut saluer la mémoire. Et au fond, c'est l'échec de l'intervention. Alors, aujourd'hui, réfléchir sur l'Afghanistan, c'est se poser la question du Mali. C'est savoir, au fond, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, c'est de savoir d'abord si on avait bien précisé la mission de cette intervention, qui était la première version, s'appelait la Force d'intervention et d'assistance et de sécurité, la FIAS, qui avait été décidée par une résolution du Conseil de sécurité très tôt, en septembre, dès les premiers engagements de 2001, et qui s'est continué en plusieurs opérations, dont l'une s'appelait Clear, Build and Hold, et qui consistait au fond à gagner la sympathie des populations, au secours desquelles on venait. C'est la fameuse dialectique des gagner les cœurs et les esprits, disent les Américains, hearts and minds, et finalement s'attirer les populations pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on faisait, ce que faisait l'OTAN. Et en réalité, cela a été un échec terrible. Et quand je vois la situation au Mali, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une espèce de dissonance cognitive. On n'a pas compris. Les populations sur place n'ont vu que des étrangers qui intervenaient et n'ont pas vu tout ce qu'il y avait derrière cette mission, qui était immense, qui était un fouillis. Il fallait former l'armée afghane, refaire le système de santé, refaire les villes, refaire ce qu'on appelle les districts et bâtir une administration. On n'a pas su faire. Et ensuite, on a confié cela à des élites. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je parle sous l'autorité de l'ambassadeur Samad. Toute la corruption qui a pu accompagner des mouvements comme cela et qui ont joué sur la crédibilité de l'action, que ce soit à partir du gouvernement Karzai ou d'autres gouvernements ou d'autres ministres qui sont intervenus. Ça, c'est une réflexion à faire sur véritablement le sens de ces interventions qui touchent au state building, refaire un État. Mais est-ce que je pose la question, est-ce que c'est la fonction de l'OTAN? D'abord, on se demande ce qu'il fait aussi loin, mais est-ce que ce qu'elle fait, puisque c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce qu'elle fait aussi loin, et est-ce que c'est sa mission de reconstruire une société et comment on s'est laissé aller à ne pas fixer de date limite, de se fixer une date à partir un terminus ad quem, à partir duquel on aurait dit, bon, mais mission accomplie, on se retire. Donc, c'est une grande problématique sur le plan international et vraiment, il y a des leçons à tirer et on n'a pas fini de les tirer. Et un troisième point, et je m'arrêterai là, c'est au fond que devient l'Afghanistan, qui a joué un rôle si important dans les relations internationales et surtout dans les relations dans le sous-continent indien, à la frontière au nord du sous-continent, à la frontière de l'Iran, de la Chine, donc un pays central, hein, centralité géographique essentielle. Que devient-il aujourd'hui ? Est-ce que là aussi, l'Afghanistan ne perdrait pas son intérêt sur le plan régional? Alors, on a évoqué toutes les questions, la poudrière que pourrait susciter des formes de révolte à cause de la non-inclusivité, de la non-représentativité du gouvernement ou à cause des mouvements qui peut-être, mais ce n'est pas dans l'immédiat, constituerait un danger de type islamiste, mais ce n'est pas pour demain. Mais que devient l'Afghanistan? Il me semble aussi que l'Afghanistan va entrer dans une zone de relégation, si j'ose dire, et qui ne sera plus d'un intérêt majeur, sauf pour le Pakistan, à le contenir et à la contrôler. Et là, je rejoins tout à fait l'ambassadeur Daniel Joanneau pour dire que c'est à travers les services de renseignement pakistanais que le contrôle pourra se faire sur les talibans. Et du coup, les Américains
sortiront satisfaits, bien qu'ils ne soient jamais satisfaits de ce double jeu, et personne ne peut être satisfait du double jeu pakistanais, mais il a le mérite au moins de tenir tout ce monde de manière un petit peu ferme. Mais ce qui se dessine dans cette région, au fond, c'est un déplacement de la question stratégique, puisqu'on va, il y avait un projet que Moscou avait mis en avant, qu'on appelle le triangle, la Troïka Plus, mais c'était avant l'Ukraine, où il s'agissait avec la Russie, la Chine, le Pakistan, et des États-Unis réconciliés après un départ en douceur, de contenir l'Afghanistan et de l'accompagner dans sa reconstruction. Tout cela est oublié. Maintenant, de plus en plus, ce qui se constitue, c'est une espèce de quad extrêmement polarisé. La Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, qui vont faire face désormais à cet autre quad qui est l'AUKUS, c'est-à-dire l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Inde, et avec le Japon. Et cette opposition entre ce nouveau Quad plus avec le Japon face à ce qui serait l'Iran, le Pakistan, la Chine et la Russie ferait aussi que l'Afghanistan pourrait apparaître appendiциel dans les relations stratégiques dans cette région du monde. Voilà, j'ai été extrêmement rapide, excusez mon schématisme. Merci Aurélien, j'ai terminé quant à moi. Merci, cher Joseph. Ça n'est pas du tout schématique, c'est au contraire très riche, à la fois dans l'analyse et dans la prospective de la situation afghane. Donc, merci beaucoup pour ta contribution. Nous avons du temps à présent, à la fois pour que les intervenants puissent échanger entre eux, mais pour que des participants puissent poser des questions, faire des remarques. Donc, the floor is yours. Monsieur l'ambassadeur, cher Daniel, allez-y. Micro. C'est une question que j'aimerais poser à Omar Samad. Il y a un dialogue inter-afghan depuis la prise du pouvoir des talibans. Est-ce qu'il y a des choses encourageantes qui sortent de dialogue inter-afghan? Merci. Une très bonne question. Cher ami, je pense que oui, il y a plusieurs dialogues inter-afghans en ce moment. J'ai fait partie d'un de ces dialogues il y a presque 10 jours en Turquie. Et il y avait un autre dialogue un peu plus important du track 1. Celui dont je faisais partie, c'était track 2. Mais track 1, il y avait des membres du gouvernement, disons, de l'administration des talibans qui faisaient partie en Norvège il y a quelques semaines. Et à mon avis, je pense que ce qui s'est passé à Doha, au Qatar, depuis 2018, il y avait deux parties. Il y avait, comme je l'ai indiqué, il y avait les négociations entre les États-Unis et les talibans qui aboutit à un agrément, disons, et ils se sont mis d'accord pour le retrait des troupes. Bon, c'est devenu un peu compliqué plus tard avec quand M. Biden est venu, et il a un peu poussé les dates et puis c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais de toute façon, les Américains et l'OTAN sont plus en Afghanistan. Et l'autre track le track inter-afghan de Doha a échoué malheureusement. Et je l'ai indiqué qu'on avait l'opportunité, on avait l'occasion de se mettre d'accord et de trouver une solution politique inclusive et gouvernement intérimaire. Mais c'est M. Ghani, malheureusement, qui n'a pas voulu, disons, soutenir ce plan. Et au dernier moment, il a quitté l'Afghanistan et
les talibans se sont trouvés à Kaboul. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails et la polémique sur ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer, mais ça a été un échec politique et stratégique, à mon avis. Et en ce moment, on n'a pas d'autres moyens. Je pense que l'engagement des talibans avec la communauté internationale d'un côté et l'engagement des talibans avec d'autres Afghans qui ne font pas partie de leur communauté et de leur groupe politique militaire est très important. Sans dialogue, nous ne pourrons pas se comprendre l'un l'autre, et sans dialogue, nous ne pourrons pas trouver des solutions à l'Afghane. Vous voyez, on a toujours, malheureusement, depuis que les soviétiques sont venus, et puis après, avec la conférence de Genève dans les années 80, et puis plus tard à Bonn en Allemagne en 2001, et puis plus tard à Doha, à Qatar, il y a toujours eu des démarches à l'étranger, des démarches de la communauté internationale. Et les Afghans eux-mêmes n'ont pas pu trouver les moyens et le consensus qui est tellement qui est vraiment qui fait partie d'une solution durable. Et la solution durable ne peut être achevée que si on a cette discussion entre Afghans. Et je pense que l'Afghanistan, après presque demi-siècle de guerre et de conflits et de crises, est à bout de souffle, comme vous dites. Et on a besoin de paix, tout d'abord, on a besoin de stabilité et, bien sûr, d'un ordre politique et d'un système politique qui soit convenable et qui soit accepté par la majorité des Afghans. C'est un pays multiethnique, comme vous le savez, c'est un pays pluraliste et il faut vraiment intégrer les grandes communautés afghanes, que ce soit ethniques, politiques, religieux, et avec les talibans, parce que c'est eux maintenant qui contrôlent. Ils sont le grand frère maintenant, comme je le dis de temps en temps, et le grand frère doit jouer son jeu aussi comme les autres, ayant appris les grandes leçons de l'histoire, et ne pas répéter les erreurs de l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que oui, un processus interafghan est un des moyens les plus sûrs et plus durables et plus importants pour l'avenir. Aurélien, j'aurais voulu poser une question, si tu permets. Allô? Bien sûr. Oui, je t'en prie. Alors, je vois, nous sommes très honorés de sa présence, que M. Lakhdar Brahimi est là, grand connaisseur de l'Afghanistan, qui a été d'emblée, dès la crise, sur la résolution du conflit afghan. Il me souvient que j'avais eu des contacts à l'époque avec l'administration américaine. Et Richard Holbrooke, c'était juste après la réélection d'Obama. Il y avait eu des tentatives, dans le cadre de l'AFPAC, comme on l'appelait à l'époque, de négociations directes américano-talibanes. Je n'ai jamais compris pourquoi elles n'ont jamais été amorcées, mais pourquoi ces contacts n'ont pas abouti sur un plan diplomatique. Donc, nous sommes en 2007-2008 par là, et je trouve, quitte à revenir, bien sûr, monsieur l'ambassadeur, sur l'importance de ce que vous avez dit en matière de dialogue inter-afghan, que cette dimension de l'intervention aurait pu être abordée, pour ne pas dire résolue, je n'en sais rien, visiblement, on ne refait pas l'histoire. Mais qu'est-ce qui a empêché que ces contacts ne s'établissent à cette époque avec un président américain qui était ouvert, c'est le moins que l'on puisse dire, qui voulait finir de cette guerre ou en finir? Écoutez, je vais être un peu franc, plus franc que je suis d'habitude, et vous dire que on avait des occasions depuis 2002. Oui. Même après l'intervention américaine, les talibans
avaient accepté de renoncer à leur lien avec les Al-Qaïda et de revenir en Afghanistan avec leur famille. Alors, je pense qu'il y a... et bon, alors là, à ce moment-ci, moi, je venais d'arriver à Kaboul et j'ai fait partie des entretiens qu'on avait avec les Américains. Et il y avait des gens comme M. Ramsfeld et d'autres Oui. qui, eux, empêchaient, ne voulaient pas qu'il y ait un accord entre le nouveau gouvernement intérimaire de M. Karzai et les talibans. Ils avaient leur idée, leur plan stratégique dans la tête et nous ne comprenions pas très bien et on pensait tous que les talibans, c'était fini. Que les talibans il n'y avait personne qui pouvait prévenir le fait que les talibans allaient revenir et se retrouver dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui s'est passé plus tard avec M. Holbrooke, et après plusieurs autres tentatives de négociation, je pense qu'il y a trois raisons. Tout d'abord, il n'y avait pas assez de volonté politique à Kaboul, surtout avec M. Karzai. Et M. Karzai était sous pression interne, à Kaboul même, sous pression d'autres éléments afghans qui, eux, pensaient que la guerre pourrait continuer et on allait gagner la guerre. Alors, quand on pense qu'on va gagner cette guerre, on continue. Et c'était la même mentalité qui existait à Washington, dans les lobbies de guerre, et de ceux qui en profitaient d'un côté et de ceux qui pensaient qu'on allait gagner cette guerre l'année prochaine, non, le mois prochain, la semaine prochaine, on va gagner cette guerre. Et cette mentalité, bien sûr, a prouvé d'être incorrecte. Et troisième élément, je pense qu'il y avait des enjeux régionaux. Il y avait ceux qui pensaient que c'était pas le bon moment. Il y avait d'autres qui pensaient qu'il fallait pousser les Américains le plus tôt possible. Et il y avait cette guerre proxy war, cette guerre que vous appelez guerre de procuration, je pense. Oui, par procuration. Par procuration, qui vraiment nous a heurtés. Et jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je pense une des raisons pour laquelle les talibans sont un peu isolés, parce qu'ils veulent être en isolation eux-mêmes, parce qu'ils comprennent ce que ça veut dire quand différents pays veulent faire la guerre en Afghanistan, par procuration, comme vous dites. Et l'Afghanistan est à bout de souffle, comme je vous dis, et ne peut plus continuer à jouer, à être le champ de bataille des autres. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une solution assez vite. Et j'espère que, non pas les talibans, eux, qui maintenant dirigent la totalité du pays, mais aussi ceux qui nous disent qu'on peut résister avec les armes, ceux qui pensent qu'on est en 1996 ou 97 avec Ahmad Shah Massoud à la tête, qui n'existe plus malheureusement, qu'on pourrait renouveler ce chapitre. Je pense que si on est un peu réaliste, ce n'est pas possible. Il faut trouver d'autres moyens. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Est-ce que, Monsieur Brahimi, vous souhaitez participer à la conversation? Nous sommes très, très honorés que vous soyez parmi nous. Il faudrait ouvrir votre micro. Voilà. On m'entend bien maintenant? Très bien. Je suis désolé d'être arrivé en retard, mais ce que dit Omar Samad, que je salue très chaleureusement, est important et sage. En 2002, comme il l'a dit, en réalité, ce n'est pas seulement Rumsfeld et les Américains, mais beaucoup de dirigeants afghans et l'Iran, les Russes, l'Inde, disaient tous la même chose. Les talibans, c'est terminé, oubliez-les. On n'a pas besoin de les chercher, de leur parler, etc. Or, c'était la chose à faire. Oui. La chose à faire en 2002, c'était de voilà, les talibans ont été dispersés par l'aviation américaine. Où sont-ils?
Et que peut-il? Et est-ce qu'il est possible que, je suppose que Mohamed Omar n'aurait pas été intéressé à parler ni aux autres Afghans, ni aux étrangers. Mais il y aurait eu, je suis sûr, beaucoup de talibans qui auraient accepté qu'on leur fasse une place, même une petite place. C'est même peut-être là le péché originel. Quand Holbrooke a commencé à envisager la possibilité de parler aux talibans, ce que les Américains disaient à l'époque, c'était les talibans doivent parler au gouvernement de Kaboul. Ah oui. Oui. Or, les talibans disaient non, le gouvernement de Kaboul, c'est des marionnettes entre les mains des Américains, nous allons en parler aux maîtres, pas aux marionnettes. Omar Samad aussi peut vous raconter d'écrire des tomes sur les erreurs que nous avons tous commises. Et surtout, je suis sûr qu'il vous le dira, nos frères afghans qui étaient au pouvoir, et aussi leurs mentors américains et européens. On n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire tout au long de cette période. Les Américains ensuite ont accepté de parler, mais avec M. Trump qui était au pouvoir et qui était lui, allez, finissons-en, je veux m'en aller. Et il a mis Khalilzad sous une pression impossible, et c'est comme ça que nous sommes arrivés où nous sommes en ce moment. Omar Samad a absolument raison. Les talibans maintenant contrôlent tout le pays. On peut l'admirer ou le regretter, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Et il faudrait quand même leur parler, que tout le monde devrait leur parler, surtout les Afghans. Et qu'eux-mêmes, aussi, là, comme le dit Omar Samad, devraient apprendre des erreurs que eux et tout le monde en Afghanistan a fait, et qui a fait que leur pays soit en guerre depuis si longtemps. Pour mettre fin à cette guerre, il faut absolument que ce soit les Afghans qui se parlent et que les étrangers ne poussent pas à la guerre, que ce soit les gens qui soutiennent les talibans, et vous savez qu'il y en a, ou les gens qui veulent combattre les Afghans. Là encore, Omar Samad, d'accord, Ahmad Shah Massoud n'est plus là. Et de toutes les manières, il n'y a plus de résistance aux talibans en Afghanistan en ce moment. Il n'y a rien, absolument. Alors, j'espère que ça ne va pas leur tourner la tête, qu'ils ne vont pas croire qu'ils sont invincibles. Beaucoup d'autres avant eux l'ont pensé. Dialoguer, parler aux talibans, que ce soit les Afghans ou les étrangers, c'est la chose qu'il faut faire. Et c'est un petit début qu'il y a eu en Norvège récemment. Et puis, je sais qu'il y a des contacts entre les talibans et certaines personnalités comme Omar Samad. Il faudrait que s'intensifie. Et il faudrait aussi, quand même, le peu d'argent que l'Afghanistan a à l'étranger, on veut en prendre la moitié pour donner aux victimes américaines du 11 septembre. C'est pas croyable. Cet argent n'appartient pas aux talibans. Oui. Cet argent appartient au peuple d'Afghanistan qui est une victime du 11 septembre, qui n'est pas l'auteur du 11 septembre. Bon, il faudrait que, vous savez, je suis sûr que beaucoup des gens qui participent à cette rencontre savent ce que c'est que l'hiver en Afghanistan. Il faudrait essayer quand même de faire en sorte que le peuple afghanistan sorte de cet hiver vivant. Et pour ça, il faudrait les aider convenablement. Voilà. En tous les cas, je suis heureux d'avoir vu Omar Samad et d'avoir écouté un petit peu de vos échanges.
Et il faut que ces échanges continuent, qu'ils se répètent, et surtout, 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 parler aux talibans. Merci. Merci beaucoup. De ma part, cher ami ambassadeur Larta Brahimi, je vous salue. Je suis ravi de me reconnecter avec vous entre nos amis de l'ESSEC et ambassadeur Joanneau. Et je sais que vous comprenez bien ce qui s'est passé et comment on a malheureusement, on aurait pu trouver la paix. On a gagné des guerres, malheureusement, mais on a perdu la paix en Afghanistan à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que c'est un moment décisif pour les Afghans juste maintenant. Et bien sûr, il y a la crise ukrainienne qui peut bien sûr tourner l'attention d'un autre côté, mais on va essayer ce qu'on peut. Et merci pour vos chaleureux commentaires. Merci. Merci beaucoup, messieurs les ambassadeurs. Y a-t-il parmi les autres participants des questions, des remarques pour nos intervenants? Ou si, monsieur Blarel, vous souhaitez également prendre la parole pour réagir, rebondir sur ce qui a été dit précédemment? Parmi nos participants en ligne, questions, remarques? Moi, j'avais juste... Oui, je vous en prie, monsieur Blarel, allez-y. J'en profite que nous avons Omar Samad et peut-être que l'ambassadeur Brahimi pourra aussi répondre. Je ne sais pas quel est l'état de ses relations, de ses contacts en Afghanistan aujourd'hui. Je voulais savoir, comme je vous sais assez proche de l'ancien CEO Abdullah, pouvez-vous nous renseigner sur l'état s'il est libre de circuler, est-ce qu'il communique, est-ce qu'il a justement ce rôle dans un dialogue inter-afghan, et qu'en est-il aussi, par exemple, du président Karzai, parce que quand on parle de discours inter-afghans, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant à l'étranger. On a parlé de Doha, il y a aussi Moscou, en Norvège, mais aussi est-ce qu'il y en a en Afghanistan? Est-ce qu'il y a un dialogue qui se fait, on va dire, grassroots, comme on dit en anglais, sur place? Oui, merci. Très bonne question. Les deux messieurs dont vous avez nommé sont bien sûr à Kaboul, en Afghanistan. Ils ont décidé eux-mêmes de rester. Ils avaient l'occasion de sortir, ils ont décidé de rester sur place. Ils font partie du processus de dialogue inter-afghan à l'intérieur. Et il y a un autre processus à l'extérieur, comme je vous l'ai indiqué. Il y en a d'autres. Il y a d'autres membres des élites, si vous voulez, ou des politiques ou des représentants ethniques, religieux, sociales de d'autres communautés du pays qui, eux aussi, à l'intérieur du pays, en ce moment, sont engagés avec les talibans à un certain niveau. Et les talibans, même à un certain point, leur a demandé de leur donner leur avis sur papier. Vous pensez, monsieur l'ambassadeur, pardon de vous interrompre, oui. Vous pensez aussi, pour rebondir sur la question de M. Blarel, à Gulbuddin Hekmatyar, qui est avec Abdallah, faisait partie du gouvernement Rani, du dernier. Est-ce qu'il est associé? Gulbuddin Hekmatyar n'a pas personnellement fait partie du gouvernement. Il était l'opposition du gouvernement et par un processus de paix, il est rentré à Kaboul, finalement il y a 3 ou 4 ans. Mais M. Gulbuddin Hekmatyar est un autre élément de l'opposition, quelqu'un qui est bien connu des années 80, qui aussi a la liberté de communiquer avec les Afghans à l'intérieur et l'extérieur. M. Karzai le fait aussi. Ils ont tous la liberté de s'exprimer, mais bien sûr, c'est à eux de décider comment ils s'expriment et à quel niveau. Et ils ont une liberté limitée de se déplacer à l'intérieur du pays. Pour le moment, si je comprends bien,
ils n'ont pas encore la liberté de se déplacer à l'extérieur du pays. Mais certains d'entre eux, oui, certains représentants de M. Karzai ou de M. Abdullah et d'autres peuvent voyager à l'extérieur et rentrer au pays. Il y a certains éléments, certaines personnalités qui travaillaient très proches de M. Ghani, son chef de cabinet, et un de ses représentants à Doha, M. Raimi, qui est retourné à Kaboul il y a quelques semaines. On ne sait pas exactement si c'est pour des raisons politiques ou non, mais de toute façon, la porte est ouverte. Et hier, le cabinet, les ministres, le cabinet de ministres des talibans ont décidé de former une commission à très haut niveau pour inviter les Afghans qui faisaient partie des précédents gouvernements et de rentrer au pays sans crainte. C'est une nouvelle démarche de la part des talibans. Je ne connais pas les conditions ou les termes, mais de toute façon, c'est un pas vers, à mon avis, un bon pas vers une solution inter-afghan et pour aussi promouvoir ce processus. Merci, monsieur l'ambassadeur. Une question, non, Marc, en tout cas, je me permets, j'en avais une, moi, qui était, le sujet a été abordé, notamment l'ambassadeur Brahimi vient d'en dire un mot, mais est-ce que vous pouvez nous, compte tenu des informations dont vous disposez sur le terrain, nous dire un petit peu sur l'état de la situation d'un point de vue humanitaire, en fait. La situation doit être assez terrible. La situation est grave et terrible. Comme vous le savez, comme je l'ai indiqué dans ma présentation, la totalité de la population afghane en ce moment est mal nourrie. Il n'y a pas accès aux fonds bancaires. Les banques ne fonctionnent plus tellement, sauf un ou deux pour transmettre l'argent de la communauté internationale pour l'aide humanitaire. Les Américains, de temps en temps, donnent comme ils appellent ça, la permission pour transférer de l'argent liquide en Afghanistan pour des raisons spécifiques, mais ils sont en train de négocier la transition pour renouveler le mandat de la Banque centrale d'Afghanistan, dont 9 milliards de dollars sont gelés à l'étranger, comme l'ont indiqué les autres. Et pour cela, il faudrait que les talibans, tout d'abord, acceptent le fait que la Banque centrale de l'Afghanistan puisse être gérée indépendamment avec des professionnels et que ce soit aussi un peu soumis sous protection un peu internationale du FMI et peut-être des Nations Unies. Et tout ça, c'est devenu un peu technique. Et je pense que dès que la Banque centrale puisse fonctionner de nouveau, que l'économie peut aussi fonctionner à un certain niveau. En ce moment, on a au moins 2 millions d'enfants qui font face à la famine. Et on a aussi toutes les femmes qui sont des centaines de milliers de veuves qui n'ont pas accès à l'argent. Et vous avez au moins 95% de la population qui a des revenus en dessous de 2 dollars ou même maintenant 1 dollar par jour. Et c'est devenu catastrophique. Mais bien sûr, il va y avoir dans quelques jours un autre
conférence internationale pour des fonds d'assistance gérés par les Nations Unies, la Grande-Bretagne. Je pense que aussi, je pense que il y a l'Union européenne peut-être qui va aussi faire partie. Et leur but, c'est de collecter au moins 4 milliards de dollars pour l'année 2022. Avec, de nouveau, avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine, je ne sais pas à quel point ils vont être, ils pourront faire ça, mais au moins il y a cette volonté et ce besoin, ce grand besoin pour aider les Afghans. Merci, Monsieur l'ambassadeur. On s'approche de la fin de cette session. L'un ou l'autre souhaiterait-il rajouter un point, poser une question? Non. Alors, écoutez, il me reste à... Ah, si je vois une question pour l'ambassadeur Samad qui est dans le chat. À propos de la situation des femmes en Afghanistan. Si vous voulez, je vous en prie, allez-y, directement rebondir. Enfin, je l'écris en anglais, mais je peux le dire en français. Oui, c'est pour monsieur l'ambassadeur Samad. Et c'est par rapport à la situation, les organisations des femmes aujourd'hui. Je sais par des rapports et des lectures, je travaille sur la situation des femmes en Amérique latine, et notamment les communautés musulmanes, et qui pendant la période d'intervention américaine, il y a eu aussi des financements des associations des femmes pour améliorer leur situation. Et après août 2021, tous ces aides se sont coupés. J'aimerais connaître quelle est la situation actuelle. Je pense aussi à des femmes qui actuellement ils mènent une action assez importante. Sarifa Ghaffari, Mahbouba Serrar. Voilà, je voulais juste un petit point par rapport à cette situation-là. Et je vous remercie toutes les expositions qui étaient très riches et intéressantes. Merci, Madame. Écoutez, la question de femmes en Afghanistan, c'est une préoccupation, une inquiétude pour tous depuis la première étape des talibans dans les années 90. La situation durant cette période était très inquiétante. En ce moment, les talibans, d'un côté, disent et donnent des promesses qu'ils vont dans un encadrement islamique et afghan, culturel, qui sont d'accord avec le droit des femmes pour l'éducation, pour avoir accès à l'éducation, accès à l'emploi aussi et de travail. Mais c'est très lent. En pratique, ça a été très lent. Mais il y a au moins un mouvement vers un peu de flexibilité. Ce qui veut dire que, par exemple, en ce qui concerne l'éducation, ils ont réouvert les universités pour hommes et femmes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas maintenant, il n'y a pas assez d'enseignantes femelles. De l'autre côté, d'ici une semaine, ils sont supposés ouvrir toutes les écoles, tous les lycées pour garçons et filles. Et ce sera très important de voir comment ils vont le faire, à quel niveau, et si il y a de nouveau assez d'enseignantes femmes pour les filles. Parce que la plupart, ils ont ou quitté le pays, ou ils sont à la maison et qui n'ont pas le courage d'aller enseigner. De l'autre côté, bien sûr, il y a une question de financement. Et il n'y a pas assez d'argent dans le pays pour payer tous les salaires. Mais c'est là où les Nations Unies a promis d'aider l'administration pour que les écoles fonctionnent de nouveau. En ce qui concerne, bien sûr, les organisations de femmes en Afghanistan ou le rôle des femmes dans la société,
écoutez, on n'est pas en 2020 ou en 2010, on est en 2022 et sous des conditions très différentes. Et il faut, à mon avis, d'un côté, continuer à encourager et engager les talibans pour qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire euh, que le rôle important des femmes dans la société afghane, même du point de vue islamique et culturel, le fait que les femmes en Afghanistan ont joué un rôle important politique dans la société depuis les années 1950 et 60. Ma grande-tante à moi-même était un des premiers parlementaires élus du Parlement afghan de 1964. Et alors, il y a précédence, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et en même temps, il n'y a pas assez d'argent, bien sûr. Avant, il y avait, comme l'a dit un de nos collègues, la communauté internationale a dépensé au-delà de 2 trillions de dollars en Afghanistan pour la guerre. Bien sûr, la majorité de cet argent a été dépensé pour la guerre, mais en gros, 200 milliards de dollars ont été dépensés pour le développement du pays, du point de vue que ce soit des institutions, des capacités et de l'infrastructure. Et c'est un montant très, très généreux et la France a fait partie de tout ça aussi, comme nous le savons. Et aussi, je veux aussi saluer tous ceux qui ont perdu la vie, que ce soit des Français ou d'autres en Afghanistan, qui sont combattus à côté des Afghans. Mais il faut aussi ne pas oublier que nous avons perdu plus ou moins 300 000 hommes et femmes et enfants pendant les 20 dernières années. Et que ça a été, bien sûr, une période très difficile pour tous. De toute façon, la cause des femmes et le fait que c'est fait partie des priorités, non pas seulement internationales, mais une priorité afghane aussi, à mon avis, et que ça fera partie de l'engagement politique avec les talibans. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour cette question, pour cette réponse à cette question extrêmement importante. Si Marisol a rompu la glace, est-ce que quelqu'un veut poser une dernière ultime question? Bon, alors écoutez, il me reste vraiment à remercier chacun de nos intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Blarel. Merci beaucoup, cher Joseph Maïla. Merci, Monsieur l'ambassadeur Daniel Joanneau, qui, je répète, c'est vous qui avez eu l'initiative de cette rencontre, donc j'en suis extrêmement reconnaissant. Et merci infiniment, d'une part, à Monsieur Brahimi de nous avoir rejoints, et puis bien sûr à Monsieur l'ambassadeur Omar Samad d'avoir bien voulu consacrer un peu de son temps lors de son passage à Paris pour pouvoir échanger avec nous. Voilà, merci infiniment à tous.